trop bosser encore les euros, ça sera plus utile pour vous. Alors je relance le live sur Facebook et dès que c'est validé, on se lance pour de bon. De toute façon, voilà, je crois que ça marche sur Facebook, a priori. Je vais le checker de suite. Oui, Aurélie, il y aura un replay. Il y aura un replay du live, évidemment. Ouais, donc là, a priori, c'est OK, ça marche, super. Merci d'avoir patienté sur Instagram. Aurélie, il n'y aura pas de replay sur la plateforme e-learning parce que c'est un live à destination des candidats qui ne font pas encore partie de la promo. Donc il sera disponible sur YouTube, sur notre chaîne YouTube for Prof, mais pas sur votre espace étudiant parce que a priori vous avez déjà tout ce qu'il vous faut en main. Bon. Ouais, merci. Ok, c'est bon. Donc je vais refaire une intro très rapide sur Facebook parce qu'a priori le live se lance que maintenant. Donc bonjour à tous. Je vous souhaitais la bienvenue dans ce live qui est un live dédié aux euros, plutôt euros 2024, plutôt pour les stagiaires 2024. Si vous présentez le concours 2025, vous êtes les bienvenus, vous allez forcément apprendre des choses, mais on a encore un petit peu le temps. Là, on est plutôt pour les candidats au concours 2024 qui sont un peu dans le jus, qui ont pris du retard sur la révision, qui ne savent plus trop par quoi commencer et qui ont bien conscience de l'enjeu des euros. Je le répète pour les personnes qui sont sur Facebook, si vous faites partie de la promo for Prof, vous n'allez pas apprendre grand-chose sur ce live. Vous êtes déjà entre de très bonnes mains avec vos professeurs et Yves et Jean-Paul. Vous avez déjà tout un planning de travail qui a été lancé en début d'année. Donc a priori, là, je ne vais pas vous apprendre grand-chose. Ça, c'est sympa d'échanger avec vous, mais autant vous concentrer sur vos révisions en cours. Voilà, donc merci beaucoup pour vos commentaires sur Instagram. N'hésitez pas à me dire aussi sur Facebook quel concours vous présentez, si c'est le 2024 ou le 2025, où vous en êtes surtout de ces révisions. Je le répète, mais ce live sera dispo en replay, comme ça si vous devez partir, vous pourrez récupérer ce qu'on s'est dit. De toute façon, on va faire un live assez court. Je l'ai co-construit avec nos professeurs qui sont aussi membres du jury. L'idée, c'était vraiment de vous donner des conseils concrets et pragmatiques pour, d'une part, préparer votre planning de révision jusqu'aux épreuves orales et d'autre part, avoir vraiment conscience de ce qu'on attend de vous au jour des épreuves, ce que le jury attendra de vous. Ça vous permettra d'orienter aussi, vous, votre travail. Ok, donc ça, c'est ce que je voulais vous dire en priorité. Vous l'avez compris, on est à peu près 2 mois des premières, sans vous mettre de la pression, mais on se rapproche quand même des épreuves orales. Pourquoi est-ce qu'il faut commencer à les préparer maintenant ? Vous le savez, l'écueil principal, c'est de se dire, ok, je passe mes écrits et je travaillerai les euros après si je suis admissible. Vous savez, le concours se passe en 2 parties. D'abord les épreuves écrites d'admissibilité et ensuite les épreuves orales d'admission. Ça, c'est vraiment une grosse erreur qu'on voit sur les personnes qui se préparent souvent seules. Il y a tellement de travail et tellement de connaissances à avoir pour le concours que c'est un petit peu normal de se dire je me préserve et je verrai les euros après. Sauf qu'on attend tellement de vous sur les euros en termes d'acculturation du métier, en termes d'attitude à adopter, de professeurs des écoles, en termes de gestion, de stress, en termes d'acquisition de connaissances. Bref, c'est très large le programme, on va le voir ensemble. Donc c'est vrai que nous, chez For Prof, ça fait 27 ans qu'on prépare ce concours et on part du principe que les euros se préparent dès le début de l'année, donc dès le début de la prépa en septembre, pour passer les euros début mai, entre mai et juin, selon les académies. Si vous attaquez que maintenant, c'est pas grave, on a mis un plan d'attaque un peu express pour vous aider à vous concentrer vraiment sur ce qu'on attend de vous. Dans l'idéal, pour les personnes qui présentent le concours en 2025, c'est bien d'attaquer le plus tôt possible, vraiment pour en fait vous faciliter la tâche surtout et vous éviter du stress en plus dans vos révisions. Donc dites-moi un peu où vous en êtes, sans jugement, en toute transparence, il n'y a pas de souci, on ne va pas se juger, on est là pour s'aider dans la bienveillance. Donc dites-moi un petit peu le curseur de stress où il est là. Justement, Mademoiselle Ep sur Insta, vous me demandez comment est-ce qu'on fait pour bien réviser les euros de français et de maths. Je vais en parler justement dans ce live. Alors le petit spoil, c'est qu'il va falloir être très rigoureux et très organisé pour être efficace sur cette dernière ligne droite. Donc dites-moi où vous en êtes tous, vraiment en toute transparence. Est-ce que vous avez attaqué, pas attaqué du tout? Est-ce que vous découvrez aujourd'hui? Est-ce que vous avez repoussé depuis quelques mois la préparation des euros?
Est-ce que vous avez bien conscience de ce qu'on attend de vous ou est-ce que c'est vraiment le flou artistique? Là, on a Néo sur Facebook qui nous dit: je me sens plutôt prêt pour les écrits, j'avoue que les oraux me stressent beaucoup, je me sens pas du tout prêt. Ok, donc ça, c'est vraiment un constat global qu'on fait à ce moment de l'année. Qu'on ait déjà préparé les oraux ou qu'on s'y mette que maintenant, en général, c'est vraiment une épreuve qui nous fait assez peur, qui nous stresse beaucoup parce qu'on sait que on va être évalué par nos futurs pairs, hein, par des professeurs, souvent qui sont au-dessus de nous dans la hiérarchie quand on sera dans l'éducation nationale. Donc forcément, on sait qu'on est évalué, donc ça fait forcément peur. Je n'ai rien fait jusqu'à présent, mais j'ai les connaissances attendues en didactique. Ok. Donc ça, c'est bien, vous soulevez un bon point, on va le voir ensemble. En effet, sur les oraux, il y a une nouveauté, c'est que par rapport aux écrits, c'est qu'on sort que de l'aspect théorique notionnel, on rentre vraiment dans l'aspect didactique, c'est-à-dire comment est-ce que je dois enseigner à mes élèves cette discipline. Donc c'est pas juste la maîtrise de la discipline, hein, c'est pas juste bien être calé en orthographe par exemple, c'est savoir l'apprendre. Donc c'est là la difficulté. Gaëlle, alors vous Gaëlle, je sais que vous faites partie de la promo. Très franchement, je pensais consacrer le mois de mars aux écrits, sachant que j'ai suivi les cours de préparation aux oraux. Ok. Donc après, chacun est lucide aussi sur son avancée dans les révisions, hein. Ça, je vais vous en parler après. La première étape, c'est d'être lucide sur où on en est pour savoir un peu ce sur quoi travailler. Mais Gaëlle, vraiment, je le vois, vous êtes très actif sur les réseaux, j'en parle aussi avec les responsables de formation, je sais que vous êtes dans un bon rythme. Donc là, l'idée, c'est de ne pas s'éparpiller sur la dernière ligne droite, d'essayer de mettre de côté son stress pour pas être parasité et vraiment se concentrer sur une organisation carrée et être rigoureux. Ok, merci pour vos retours. Je vais attaquer directement, hein, comme ça on va rentrer dans le vif du sujet. Donc là, je vous ai préparé en fait le live co-construit avec les professeurs par prof en deux parties. Donc vraiment conseil de révision, organisation, priorisation de ce que je dois faire aujourd'hui jusqu'à quand. Et ensuite, plutôt des conseils. Ensuite, on déroulera un peu les épreuves ensemble, ce qu'on attend de vous, avec les conseils des profs qui sont, donc je vous l'ai dit pour la plupart, qui sont ou ont été membres du jury, en tout cas qui sont tous issus de l'éducation nationale, experts du CRPE et du premier degré. Ok, et n'hésitez pas à intervenir pendant le live, je ferai des petites pauses. Voilà, on va avoir une bonne cadence, donc si vous voulez revoir le replay derrière pour mettre pause et prendre des notes, c'est volontiers, mais là je vais essayer de volontairement tout vous donner en bloc pour que cette vidéo soit aussi un outil pour vous. Michel qui nous dit: je suis prête pour les maths et le français, en revanche la didactique nécessaire pour l'épreuve d'application des sciences c'est insuffisant. Ok, donc là on est plutôt sur les épreuves écrites. Nous on va se concentrer sur les oraux aujourd'hui, ok? Vraiment là, les oraux. Je précise aussi que je vais me concentrer sur les épreuves donc obligatoires, l'épreuve de leçon et l'épreuve d'entretien. L'épreuve facultative, on va la balayer rapidement, mais on fera un live à ce sujet. Comme ça, si vous n'êtes pas concerné, vous ne perdez pas votre temps. Ok. Donc, conseil de révision, priorisation et organisation. Donc, comme je vous le disais, ça fait 27 ans qu'on prépare le concours chez Fort Prof, donc on sait un petit peu aujourd'hui ce par quoi il faut commencer, ce sur quoi il faut se concentrer. On propose évidemment, nous, des outils pour vous aider. Je vous en parlerai un peu plus tard. Comment là, il va falloir organiser le temps qui vous reste. Donc, il vous reste à peu près 2 mois. Je vois qu'il y a du monde qui arrive sur Instagram, qui fait coucou, qui nous font coucou. Bonjour à tous les nouveaux qui arrivent. Donc, on va essayer de se répartir le temps qui nous reste de manière efficace. Donc là, il va falloir prendre votre agenda, noter déjà tous les moments où vous allez continuer à travailler vos écrits, parce que c'est primordial de réussir les écrits pour aller aux oraux, et rentrer, en fait, ajouter de nouvelles cases de révision pour les oraux. Jusqu'à fin mars, on va vous conseiller de vous concentrer sur la partie apprentissage des épreuves orales. Donc, pour rappel, dans les épreuves orales, il y a les maths, le français, le PS et la CSE, ok, connaissance du système éducatif. Déjà, est-ce que c'est clair pour vous ça? Ce qui va se rajouter sur la partie français-maths, c'est donc la didactique que vous n'abordez pas sur les épreuves écrites. Donc là, jusqu'à fin mars, c'est vraiment une phase apprentissage. Donc, je vais aller vraiment travailler les remises à niveau, je vais aller regarder les sujets qui sont tombés, je vais aller regarder des corrigés, je vais aller regarder des rapports de jury.
Je vais aller regarder les programmes sur le site EduSchool, par exemple. Je vais aller apprendre ce que c'est les APSA, je vais aller apprendre les APSA de mon académie. Voilà, vraiment des choses très théoriques, très notionnelles, mais que vous allez devoir maîtriser. Ok, vous n'allez pas pouvoir aller aux oraux si vous ne maîtrisez pas tout ça, parce que même si le jury va juger votre capacité à enseigner, hein, votre posture d'enseignant, vous allez quand même devoir reposer tout ça sur vos connaissances théoriques. Donc ça, il va falloir s'y mettre. Vous en êtes où là-dessus? Est-ce que vous avez déjà ouvert des supports de travail CSE, EPS ou pas du tout encore? Dites-moi. Ça, c'est vraiment la première partie. Donc, une première partie apprentissage jusqu'à fin mars. Donc, quand on parle de CSE, on parle du métier de professeur des écoles, on parle de laïcité, on parle de gestion de classe, relations parents-prof, gestion du harcèlement, etc. Ok, donc là, je vois qu'on vous avez commencé à travailler un petit peu. Euh, Oui, c'est énorme. En effet, c'est énorme. Et vous allez voir que si on le divise en plusieurs petits blocs de travail, ça va le faire. Et de toute façon, dites-vous bien qu'une fois que vous aurez passé les épreuves écrites début avril, vous allez avoir tout votre temps pour préparer les oraux. N'attendez pas d'avoir le résultat des épreuves écrites pour travailler les oraux. Vraiment, vraiment pas. Euh, Ok. Je vois les questions qui passent et comme je sais que je vais répondre dans mon déroulé, je ne m'arrête pas de suite dessus. Donc, ok, donc déjà, on se prend son planning du travail, on voit comment on a réparti son temps de révision pour les écrits, on va ajouter des phases de révision pour les oraux avec une première partie apprentissage. On va se donner jusqu'à fin mars pour travailler la partie apprentissage et la deuxième partie, ça va être la partie entraînement. Ça, c'est primordial, c'est-à-dire qu'il va falloir vous mettre en situation avant les oraux pour rapidement maîtriser le temps de préparation de l'épreuve, le temps de présentation lors de l'épreuve, vous arrivez rapidement à voir à quel point vous êtes à l'aise ou pas à l'aise sur les oraux. Hein, là, les deux grosses difficultés à surmonter pour les épreuves orales pour vous, ça va être premièrement la prise de parole. Peut-être que pour certains d'entre vous, ça fait longtemps que vous n'avez pas pris la parole, surtout les personnes qui se préparent seules au concours. Vous n'avez peut-être pas eu des cours avec des professeurs, d'autres élèves face auxquels vous confrontez. Peut-être que dans votre métier, vous ne prenez pas forcément la parole. Donc ça, c'est quelque chose qu'il va falloir travailler parce que de toute façon, en septembre, vous serez devant vos élèves et vous allez devoir forcément vous prêter à l'exercice tous les jours. Donc il va falloir travailler absolument ça. Le jury va devoir évaluer votre capacité à prendre la parole, à être à l'aise, à savoir poser votre voix, à capter le regard, l'attention, faire des phrases structurées, ne pas vous laisser envahir par le stress. Donc ça, c'est la première difficulté et ça, il faut s'entraîner, il faut se mettre dans la difficulté, il faut se rendre compte de ce que ça donne, il faut se filmer, je vous donnerai quelques conseils après, il faut se filmer, il faut avoir le retour de ses proches, le retour d'un public, entre guillemets, pour voir ce que ça donne, il faut se filmer aussi, ça aide beaucoup. Donc il faut se mettre en situation, d'une part sur cette partie-là, prise de parole. La deuxième grosse difficulté, c'est adopter l'attitude du professeur des écoles. Donc ça, c'est vraiment la partie acculturation sur laquelle nous on insiste depuis le début de l'année auprès de nos stagiaires. Hein, ça prend du temps, se mettre dans la peau d'un enseignant. On sort vraiment de la peau du candidat qu'on a eu depuis des mois. Là, on est vraiment, ok, là maintenant, je suis un futur enseignant, je suis devant vous pour vous montrer à quel point il faut me recruter, il faut m'accepter dans l'éducation nationale parce que ma vocation, c'est d'enseigner et que je suis prêt à faire classe à des élèves du début maternel au CM2. Ok, donc ça se travaille. C'est pour ça qu'il faut vraiment dédier du temps et pas se dire ok, je le fais une fois, je m'entraîne une fois et puis on verra bien, j'y vais au talent. Non, ça c'est pas possible. Ok. Donc je vous donnerai un petit peu des conseils tout au long du live sur comment est-ce qu'on prépare cette partie entraînement. Mais vraiment, gardez-vous au moins tout ce temps-là dans votre planning de révision. Ok. Donc jusqu'à fin avril, vraiment, on va s'entraîner. Comme je vous l'ai dit, vous pouvez vous entraîner, si vous continuez à vous préparer seul, vous pouvez vous entraîner en vous filmant. C'est un très très bon exercice. Ça permet de gommer rapidement les tics de langage. Ça permet de voir comment on pose sa voix, de maîtriser sa respiration, de voir tout de suite ce qui ne va pas, d'enlever un peu les parasites. Vous pouvez aussi demander à vos proches d'être le jury en quelque sorte. Vous verrez que rapidement, ils vont vous dire ce qui va pas. Vous aurez aussi un public devant vous, donc ça sera forcément plus impressionnant. Vos enfants peuvent aussi se prêter à l'exercice. Vous verrez qu'en général, ils sont assez intransigeants, qui vous diront rapidement
Ils vous montreront de toute façon si ça le fait ou si ça le fait pas parce que rapidement vous allez perdre leur attention ou pas. Donc ça sera de suite une bonne façon de voir si ça fonctionne ou pas. Il faut absolument avoir un chrono pour les entraînements. Si vous vous préparez seul, il faut absolument avoir un chrono et c'est ça qui va être vraiment, qui va pouvoir vous aider à gérer votre gestion du temps tout simplement. Donc le chrono, hein, on va voir ensuite ensemble combien est-ce que vous avez de temps de préparation et combien durent les épreuves à chaque fois. Mais vraiment ça va être votre outil principal. Il va falloir vraiment maîtriser votre prise de parole et qu'elle soit rythmée. Si vous sentez que vous avez besoin d'aide, que vous pataugez vraiment trop et que vous avez besoin d'une référence experte et d'un retour d'un professeur, en tout cas d'un ancien membre du jury, d'un membre du jury, nous on peut vous aider, vous le savez. Hein. Évidemment, on a des modules à la carte, on n'a pas que des préparations complètes qui attaquent en septembre, on a des modules à la carte qui viennent justement aider les personnes comme vous qui sont un peu démunies, qui sont un petit peu seules à l'arrivée des épreuves. Donc là, pour les épreuves orales, nous, on va vous proposer tous les outils pour vous préparer. Donc la partie apprentissage. Donc on va avoir des remises à niveau qui se travaillent sur des formats e-learning. On va avoir des cours de didactique qui vous sont proposés. On va avoir du coaching oral s'il y a besoin. Toute une partie apprentissage. Je vous mettrai les liens en commentaire si ça vous intéresse et en story sur Insta. Et ensuite, on a la partie évidemment entraînement sur des modules vraiment à l'unité. Donc, on va aller s'entraîner avec un professeur des écoles, avec un professeur fort prof en situation de concours. C'est-à-dire que vous allez avoir un entraînement vraiment avec un professeur de la discipline. Donc, si vous décidez de vous entraîner en CSE, en EPS, en maths, en français, c'est comme vous voulez. Vous réservez votre créneau avec notre professeur, vous découvrez le sujet, vous préparez et ensuite vous présentez comme le jour de l'épreuve et vous aurez un retour personnalisé directement. Ce qui fait qu'avec le débrief immédiat, vous allez avoir d'une part un retour expert sur votre prestation, un retour aussi objectif parce que des fois on peut être trop dur avec soi-même ou alors ne pas voir certaines grosses erreurs et vous allez avoir surtout des pistes de travail pour continuer à approfondir les révisions. Ouais, vous nous dites que la didactique est assez chronophage. Oui, parce qu'en fait, si vous voulez, il y a tellement à apprendre sur la didactique et que c'est vrai que du coup, attaquer maintenant à mettre le nez, mettre dedans maintenant, forcément, ça vous demande plus d'efforts que si c'était étalé depuis le début de l'année. Mais on verra, vous allez voir un petit peu à travers le déroulé tous les conseils. Déjà, est-ce que c'est clair sur un petit peu comment organiser, prioriser son temps jusqu'aux épreuves orales? Dites-moi honnêtement si vous pensez pouvoir trouver le temps dans votre planning pour intégrer des phases de révision pour les oraux, si vous comprenez bien l'enjeu et si vous allez bien arriver à suivre ce rythme-là. Dites-moi déjà si vous avez envie de vous y essayer. C'est important d'être déjà lucide sur sa capacité de travail, sachant que je sais bien qu'en général, vous travaillez à côté. Vous avez aussi une vie de famille en général à gérer. Donc, je sais la difficulté que c'est. Mais voilà, moi, je suis là pour vous dire, attention, il reste 2 mois. Voilà, si vraiment vous voulez vous donner toutes les chances de réussir, voilà comment est-ce que vous devez vous préparer. Ok. On va attaquer à parler vraiment des épreuves et de ce qu'on attend de vous avec des conseils précis. Déjà, est-ce que vous avez bien compris ce qu'attend de vous le jury? Je vous l'ai dit, c'est le CRPE, hein, c'est le concours de recrutement. On est là pour se vendre, c'est un entretien de recrutement basé sur des connaissances et une attitude d'enseignant. Donc là, vous êtes là pour vous vendre, vous capitaliser sur vous-même, ok? Donc vous donnez tout. Le jury il va se poser 4 questions quand il va vous voir. Est-ce que je vois ce candidat devant une classe dans quelques semaines finalement, hein, donc c'est-à-dire en septembre, est-ce que je vois cette personne-là devant une classe? Est-ce que je la verrai dans mon équipe pédagogique? Est-ce qu'elle est motivée? À quel degré elle est motivée? Et est-ce que je lui fais confiance? C'est-à-dire, est-ce que moi, je lui confierai mon enfant ou mon petit-fils, ma petite-fille, selon l'âge du jury, ça peut être les petits-enfants. Donc déjà, il faut vous dire, ok, il faut que je coche toutes les réponses à ces questions. Ok, donc déjà, ça vous met un peu dans la suite à adopter. On va attaquer par l'épreuve de leçon, donc français-maths. Est-ce que j'ai besoin de rappeler comment se déroule l'épreuve ou est-ce que c'est clair pour tout le monde? Je vais juste revenir rapidement sur le nombre de points attribués à l'épreuve. Vous allez aller chercher 80 points sur cette épreuve. Vous savez qu'au total, les épreuves orales sont sur 120 points, ce qui est le double des écrits. Une raison de plus pour aller les travailler davantage. Ok.
En tout cas, passer autant de temps sur les oraux que sur les écrits. Rapidement, l'épreuve dure 2 heures, ok. Pardon, dure 1 heure et vous avez 2 heures de préparation. Donc, si la préparation est aussi longue, c'est pas pour rien, c'est qu'on vous attend au tournant entre guillemets. Vous avez 1 heure pour les deux disciplines français-maths. Vous allez devoir concevoir et animer une séance à travers laquelle le jury va voir si vous maîtrisez donc les deux disciplines, ok. Et surtout, il va évaluer vos compétences pédagogiques. Hein. Donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure, arriver à assimiler et théorie et pédagogie didactique. Vous allez avoir 2 sujets de leçon, un en français, un en maths, avec quelques documents, donc maximum 4 documents qui sont des supports qui vont vous aider aussi. Vous allez avoir un exposé de 10 à 15 minutes et ensuite vous allez avoir un entretien de 15 à 20 minutes à travers lequel le jury va vous poser des questions, va venir faire préciser quelques points. Le jury, il est là pour vous déstabiliser et vous évaluer, ok. Donc c'est normal qu'ils vous mettent dans l'inconfort sur certaines questions, tout comme vos élèves vous mettront dans l'inconfort à la rentrée et ils vont vous déstabiliser, ils vont vous faire sortir un peu de votre zone de confort. C'est ce que le jury vient tester. Est-ce que malgré la mise un peu en danger, vous arrivez à rebondir, à vous remettre en question et continuer à avancer? Parce que quand vos élèves seront devant vous, quand vous allez perdre leur attention, quand vous allez vous rendre compte finalement une séance ne marche pas, qu'est-ce que vous faites derrière? Quand votre séquence ne fonctionne pas, comment vous réagissez? Vous ne pouvez pas laisser vos élèves en plan. Okay, vous devez réagir parce que le but c'est de faire réussir vos élèves. Et donc le jury va venir tester ça. S'il vous déstabilise, comment est-ce que vous réagissez? Donc déjà ça c'est normal d'être déstabilisé. Donc il va venir aussi vous titiller lors de l'épreuve, lors de l'entretien. Donc les premiers conseils, c'est de rassurer le jury sur votre capacité à prendre en main la classe, à la gérer, ok, en donnant des exemples d'activités ou d'interventions simples, claires et surtout qui font preuve de bon sens. Vous pouvez être brillant, avoir une super éloquence, mais approximatif sur la gestion de la classe, ça ne passera pas. Ok, nous on veut vraiment, en tout cas le jury veut qu'il y ait vraiment quelqu'un de pragmatique qui sait où il va, ok, qui est connecté avec la réalité du terrain. D'ailleurs, est-ce que vous avez fait des stages, vous avez la possibilité de faire des stages ou pas dans l'année? Je sais que nos stagiaires en ont fait. Pour la plupart, dites-moi vous si vous en avez fait ou pas. Ça sert beaucoup d'être un peu sur le terrain, de voir comment les futurs collègues font. Ça peut vraiment vous donner des clés pour les oraux. Vous me direz si vous en avez fait, si vous allez en faire ou pas. Pensez à mettre toute réponse en perspective de la réussite de l'élève. C'est ce que je vous disais. Hein. C'est ça qu'on vient valider. C'est est-ce que vous êtes en capacité de faire réussir vos élèves et comment. Au Hegel, vous avez fait un stage, c'était génial. Oui, j'avais compris que vous étiez régalé. Et ok, donc je vois que vous travaillez en contractuel sur Instagram, ça c'est super. Bah, là, si vous êtes contractuel, vous êtes clairement au fait de ce qui se passe sur le terrain. Et là, vous avez clairement un avantage concurrentiel par rapport à d'autres candidats, c'est que vous êtes sur le terrain, vous connaissez déjà le fonctionnement d'une classe. Donc comme vous l'avez compris, vous devez vraiment vous positionner en tant que futur enseignant. Céline, vous n'avez pas fait de stage, vous n'allez pas pouvoir en faire, c'est pas grave, ça va pas vous être c'est pas grave si vous n'avez pas pu en faire, vous allez capitaliser sur autre chose, c'est pas un souci. C'est sûr que c'est bien d'en faire parce que ça vous donne de l'expérience et l'expérience est toujours utile. Si vous ne pouvez pas en faire, c'est comme beaucoup de personnes au concours, c'est pas grave, d'accord, vous allez capitaliser sur autre chose. Kadri, vous nous dites que vous avez prévu des séances d'observation début mars pour aider en didactique. Exactement, ça c'est super. Rien que de l'observation, c'est super. Vous devrez être donc en capacité de justifier vos choix pédagogiques. Donc c'est là que vous allez devoir quand même être un peu solide sur vos connaissances en faisant le lien entre les instructions officielles, la didactique et les différentes conceptions pédagogiques. Vous allez devoir connaître les différentes phases d'une séquence, celle d'une séance. Donc ça c'est des b.a.-ba, mais peut-être que pour vous c'est pas encore clair. Donc ça, il va falloir vraiment travailler qu'est-ce que c'est une séquence, qu'est-ce que c'est une séance. Donc, ce que vous allez présenter, vous allez également devoir le mettre en lien avec les gestes professionnels qui permettent une conduite efficace de la classe. Vraiment, la gestion de la classe, la maîtrise de sa classe, c'est vraiment le basique qu'on va aller chercher lors de votre présentation, lors de votre prestation. Il faut que vous acceptiez que les échanges avec le jury soient formateurs. Comme je vous le disais, ils vont venir un peu vous chercher. Ils savent très bien que vous n'êtes pas un professeur expert, vous êtes un futur professeur qui va rentrer en formation à la rentrée en septembre. Okay, donc ils savent très bien que vous n'êtes pas encore expert, mais malgré tout, ils vont venir voir si vous arrivez à prendre du recul, si vous arrivez à vous remettre en question, ok, et à réajuster le propos si toutefois
vous sortez un peu du cadre. Et c'est pertinemment que voilà, ils n'ont pas un PE en poste devant les yeux. Mais il va falloir vous accepter ça par contre. Il va falloir structurer et organiser vos phrases. Et ça, je vous l'ai dit, il ne faut pas attendre le jour J pour apprendre à prendre la parole, à bien structurer les phrases, pas faire des phrases trop longues, pas partir sur des phrases trop longues, vous allez vous perdre. Hein. On fait sujet, verbe, complément, on fait simple, mais on sait où on va. Éviter les tics de langage, ça se corrige en se regardant, en s'évaluant, en étant autocritique. Il faut bien être à l'écoute du jury et ne pas anticiper trop les questions. N'hésitez pas à reformuler. Vous m'avez demandé de regarder tous les membres du jury, okay, pas se laisser impressionner, pas se laisser envahir par le jury, vraiment les regarder, capter l'attention. Vraiment, on est là pour se projeter devant la classe, c'est-à-dire qu'eux, ils vont voir l'attitude que vous avez face à eux, ils vont se dire ok, donc là c'est une bonne attitude face à la classe, d'accord? Donc c'est pour ça qu'il faut assumer de regarder le jury en face. Là, c'est pas vous, comment dire, c'est pas vous n'êtes pas, faut pas vous sous-estimer, ok? Vous êtes là pour vous vendre et si vous êtes là, c'est que vous êtes légitime de devenir enseignant, enseignante, donc il faut y aller. Il faut pas hésiter. Je vois que j'ai une question. Si on n'a pas été à l'INSPE, comment savoir ce qui peut marcher ou non dans ce qu'on va présenter en séance car la probabilité de tomber sur un sujet jamais révisé est forte. Alors, d'où l'intérêt de commencer à travailler le plus tôt possible. Nous, pour la plupart de nos stagiaires, ils ne sont pas en master, donc ils ne sont pas à l'INSPE. Et pour autant, on voit la majorité de ce qui peut tomber, des sujets qui peuvent tomber. Là, c'est vraiment tout l'enjeu de pouvoir balayer un maximum de thématiques dans la phase apprentissage que vous allez faire jusqu'à début avril. Okay, c'est pour ça qu'il ne faut pas la négliger. Savoir si la séance, elle fonctionne, il faut se mettre en situation, il faut avoir un retour expert. C'est pour ça que je vous dis, dans l'idéal, si vous n'avez pas pu vous préparer avec un organisme, au moins mettez-vous en situation avec un expert. Donc, c'est-à-dire que nous, nos entraînements qui s'appellent des mises en situation d'oral, vous avez un retour d'un expert qui vous dira ça fonctionne, ça fonctionne pas. Si vous ne pouvez pas vous payer un entraînement avec un expert chez nous, vous pouvez regarder les rapports de jury et les corrections des sujets de l'année dernière. Ça vous aidera et ça vous orientera un petit peu sur ce qu'on attend de vous. Ok, donc ça je vous l'ai dit. Concernant l'utilisation des documents, je vous ai dit que vous allez avoir à peu près 4 documents. Il faut absolument les utiliser. Ils sont là pour vous aider à élaborer la séance, mais surtout ne les paraphrasez pas. Les enjeux didactiques qui se trouvent dans les documents vous aideront à problématiser la question qui sera votre fil rouge. Okay, donc dans les documents, il y a forcément une piste de réponse qu'il va falloir aller chercher. Donc lisez bien les documents et prenez le temps de savoir à quoi ils peuvent vous servir. Ils ne sont pas là pour rien, ils ont été choisis forcément de manière pertinente. Lorsque vous découvrez le sujet, nos conseils. Bien lire le sujet, évidemment, c'est important, mais ça, vous avez déjà dû travailler pour les écrits. La consigne, il faut vraiment la lire et la relire si vous n'êtes pas sûr, parce que souvent, il y a la réponse dans la consigne. Okay, bien lire le sujet, ça vous évitera de faire un hors-sujet, déjà d'une part, et ça vous permettra surtout de partir sur des bons axes de préparation. Bien analyser le cycle, la classe concernée, la place de la séance demandée dans l'année, et chercher les objectifs d'apprentissage. Mettez-vous en tête que l'on doit intéresser le jury, le convaincre, donc soyez bien présent, bien ancré, hein. On a les 2 pieds posés au sol, ou alors si on est assis, on n'a pas les jambes croisées, on est solide sur les appuis et on est présent, on assume ce qu'on dit. Soyez bien explicite, bien poser votre voix, avoir une voix qui porte, bien la poser, être calme et convaincant. Voilà, ça c'est des basiques de prise de parole, mais qui peuvent être un peu perturbés lorsque le sujet qu'on a nous déstabilise, on n'est pas trop sûr, mais en tout cas voilà. Si le fond n'est pas bien maîtrisé, qu'au moins la forme le soit. Okay, dans l'idéal, c'est mieux d'avoir les deux. Bien maîtriser les contenus pédagogiques, mais aussi la didactique, par exemple, comment mettre en œuvre cette thématique avec mes élèves. C'est difficile, selon les périodes, de savoir ce qu'ont fait les élèves avant ou après. Oui, bah ça c'est pareil, ça c'est à vous de le préparer. C'est à vous de l'assumer aussi quand vous allez présenter devant le jury. J'estime que ma séance va avoir lieu à tel moment de l'année parce que voilà, ça c'est à vous d'assumer vos choix et de les justifier. Yael, très très bon conseil sur la gestion du stress. Je ne vous l'ai pas dit, mais on vous prévoit un live spécial gestion du stress pour le jour J. Donc j'en parle pas trop aujourd'hui, mais en effet il y a plein de pistes à aborder, notamment la respiration ventrale
pour projeter la voix. Ça, c'est un super conseil, ouais, tout à fait. Merci beaucoup de l'avoir partagé. La cohérence cardiaque aussi, avant de prendre la parole, c'est super, mais je ne vais pas trop vous teaser, on reviendra on prépare un live à ce sujet. N'oubliez pas de prendre en compte que les élèves savent, mais aussi certains ne savent pas, ok? Donc vous ne pouvez pas assumer que tous vos élèves soient sur le même pied d'égalité au niveau des connaissances sur une thématique. Bonjour Fatima, vous arrivez, vous nous rejoignez, bonjour, bienvenue. Nos conseils pour la conception et l'animation de la séance, ça va peut-être un peu vous aider Néo. Rappelez-vous ce qu'on attend de vous, que vous présentiez une séance inscrite dans une séquence en prenant en compte les programmes et les compétences des élèves. L'important est de définir de manière précise l'objectif que vous allez aller chercher pour vos élèves et les objectifs pour l'enseignant. Okay, donc il faudra présenter le corpus aussi que vous avez eu à disposition. Comme je vous l'ai dit, définir les objectifs d'apprentissage. Il faut construire votre intervention. Donc il faut que dans votre tête, ce soit clair de ce que vous allez dire. Okay, donc c'est-à-dire que votre plan il soit clair. C'est ce à quoi va vous servir la phase de préparation. Les 2 heures, elles sont vraiment utiles. Respecter les différentes phases d'une séance. Surtout présenter une séance réaliste. Ne faites pas compliqué, n'allez pas chercher l'originalité à tout prix. Il faut que ce soit efficace et que ça marche. Okay, si c'est simple mais que c'est efficace, c'est très bien. Faites des liens explicites avec les documents qu'on vous a donnés et les choix pédagogiques didactiques et ne pas oublier de faire manipuler les élèves, okay, surtout selon le cycle que vous avez. Ça rejoint un peu ce que vous disiez sur Insta. Ne pas oublier que le temps de la séance doit être adapté à l'âge des élèves. Et pour ça, il faut avoir une bonne connaissance des différents cycles et des programmes. Donc ça, je vous renvoie sur Eduscol. Si ce n'est pas clair pour vous, vous avez tous les programmes à télécharger. Un conseil important sur la gestion du temps. Exposer pendant au moins 8 à 10 minutes la séance elle-même. Et pour ça, il faut vous entraîner. Okay, 8 à 10 minutes pour présenter la séance. Et pour ça, il faut vous chronométrer pour être sûr que vous ne débordiez pas ou alors que vous ne fassiez que 4 ou 5 minutes. Ok, ça c'est super important, sachant que gardez en tête que le jour J, on part toujours plus vite que quand on est seul à la maison. Concernant la partie entretien avec le jury, lors de l'entretien avec le jury, répondez précisément aux questions. Ok, je vous l'ai dit, n'essayez pas de noyer le poisson. Si vous ne savez pas, vous le dites, je ne sais pas. D'accord, plutôt qu'ils d'essayer de cacher, ils vont forcément s'en rendre compte. Ils vont plutôt gratifier l'honnêteté plutôt que d'essayer de mentir sur quelque chose où ça ne sera pas au clair. La remise en question, je vous en ai parlé. Soyez réceptifs aux questions du jury qui souvent vous aident à trouver les réponses ou à revenir sur une proposition pas très claire. Ça, c'est vraiment un conseil qu'un de nos professeurs, membre du jury, nous a dit. Vraiment, le jury est là en première instance pour être bienveillant et pour recruter des futurs enseignants avec qui ils veulent travailler. Donc ils ont plutôt intérêt, ils ont plutôt envie de fournir les bancs de l'éducation nationale avec des professeurs des écoles bien formés ou en tout cas avec la bonne attitude. Donc ils vont forcément aller chercher des personnes et c'est peut-être vous. Donc dites-vous, dans une première instance, ils ont besoin de vous, d'accord? Donc vraiment, gardez en tête qu'ils sont là pour être dans la bienveillance et surtout pour vous aider. À moins que vous disiez des choses totalement rédhibitoires ou là qui seront éliminatoires, mais dans tous les cas, c'est pas le but. Ça, je vous l'ai dit. Ayez en tête des références solides, comme par exemple le circulaire de rentrée, le socle commun de compétences, des choses comme ça. Ça fait partie de la partie apprentissage, ok? Vous allez devoir connaître tout ça. Pas par cœur, mais avoir au moins des références à avoir en tête pour faire les liens et pouvoir les présenter surtout. Ok, on va passer à l'épreuve d'entretien. J'essaie d'avancer assez vite, mais vous pouvez revenir sur la vidéo en replay si besoin. Et puis après, on pourra expliciter certains points dans le chat s'il y a besoin. La partie entretien qui est sur 40 points, qui concerne l'EPS et la CSE. Donc ça, c'est 2 nouvelles disciplines que vous n'avez peut-être pas encore vues. Donc dites-moi si vous avez commencé à les travailler un petit peu ou si c'est tout à fait nouveau. Ce qui est bien avec ces 2 disciplines pour vous, c'est que c'est vraiment, surtout la CSE, on touche vraiment à ce que vous allez faire. On sort de la partie un petit peu rébarbative, français-maths. Là, on est vraiment sur la connaissance de votre futur environnement de travail. Le PS, c'est quelque chose de tout à fait nouveau, en tout cas par ce biais-là de l'enseignement. Donc, je vous rassure, vous n'allez pas devoir mettre en pratique le PS vous-même. On ne va pas vous évaluer vous-même sur une pratique. Ça reste de la théorie.
Mais voilà, en tout cas, si vous n'avez pas encore attaqué à réviser ces deux disciplines, vous allez voir qu'elles sont assez passionnantes. Donc rassurez-vous là-dessus quand vous allez mettre le nez dedans. C'est pas toujours simple sous la CSE, mais par contre, c'est passionnant. Donc 20 points de PS, 20 points en CSE à aller chercher. Vous allez avoir 30 minutes de préparation pour le PS et ensuite ça va s'enchaîner avec la CSE et la mise en situation professionnelle et la partie motivation. Ok? Donc je vous rappelle rapidement le déroulé si c'est pas clair pour vous, dites-moi si ça l'est. Je vais revenir rapidement. S'il y a des questions sur le déroulé, dites-moi aussi. Vous allez avoir en EPS un exposé de 15 minutes et un entretien de 15 minutes. Le sujet proposé par le jury va concerner un contexte d'enseignement et un objectif d'acquisition pour la séance. Okay, vous allez devoir, vous, choisir le champ d'apprentissage. Donc, par exemple, le champ d'apprentissage en cycle 2, ça peut être adapter les déplacements de l'élève à des environnements variés. On va pouvoir peut-être choisir une séquence de natation. Ça va être selon votre académie, selon vos APSA, hein, tout ça, c'est à mettre en perspective par rapport à votre académie, évidemment, et au cycle. Mais ça vous donne une idée. Vous allez être évalué sur vos connaissances scientifiques de l'EPS, sur la sécurité. Vraiment, je fais un focus là-dessus. La sécurité, c'est vraiment ce qui va être souligné par le jury sur l'EPS. Donc vraiment, passer du temps dessus, vraiment mettre en sécurité vos élèves. Les choix pédagogiques et la cohérence avec la programmation et les enjeux de l'EPS en général. Je reviendrai après dessus sur des conseils. Ensuite, dans l'épreuve, vous allez avoir la partie connaissance du système éducatif et motivation qui dure 30-35 minutes à peu près. Vous savez que vous avez une fiche de candidature à rendre au jury qui va revenir un peu sur votre parcours, qui va mettre en exergue votre motivation à faire ce métier, peu importe votre passif professionnel. Hein. Si vous êtes en reconversion professionnelle, vous savez que vous avez beaucoup d'avantages concurrentiels par rapport à des étudiants. Vous avez la maturité, vous avez votre expertise. Peu importe ce que vous avez fait avant, c'est forcément des choses à mettre en avant. Vous avez travaillé dans le commerce, vous avez su gérer des conflits, vous avez su... vous êtes à l'aise pour parler en public. Vous avez, je sais pas, vous avez travaillé en bureau, vous avez peut-être pris la parole lors de réunions. Dans toutes vos expériences, vous avez forcément du positif à tirer de vos expériences et c'est ça qu'il va falloir mettre en avant dans votre fiche et arriver à mettre en avant à l'oral. Okay, surtout faire le lien avec pourquoi je veux être enseignant, enseignante et qu'est-ce que je vais pouvoir mettre en avant qui va me servir dans mon nouveau métier. Ça, si vous avez besoin d'aide, nous aussi, on peut vous aider chez ForProf à préparer cette partie-là. Donc vraiment, là, c'est une partie sur la projection du métier. La mise en situation professionnelle, donc ça dure 10 minutes à peu près, 10 minutes, un quart d'heure. La mise en situation professionnelle, là, elle dure 20 minutes, donc vous allez être mise dans une situation dans votre futur métier et on va vous demander qu'est-ce que vous feriez dans cette situation. Donc, ça peut être un parent d'élève vous attend à la sortie de l'école, il demande à vous voir maintenant, qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous allez gérer la situation dehors, devant le portail? Est-ce que vous allez faire entrer le parent dans l'école? Est-ce que vous allez lui proposer un rendez-vous plus tard pour gérer ça? Voilà. Des différentes situations sur différentes thématiques que vous allez devoir maîtriser. Souvent, ils font appel à votre bon sens. Il n'y a pas de par cœur. C'est vraiment votre bon sens à vous par rapport à vos connaissances sur la discipline. Les conseils pour cette épreuve, c'est sensiblement les mêmes que pour l'épreuve de leçon, en tout cas sur les conseils oraux en général. Gérez bien votre temps, gérez bien votre plan et gérez bien vos émotions. Encore une fois, là, on touche vraiment à votre futur métier. Là, le jury va pas passer à côté de points qui ne seront pas assez bien précis. Ils vont vouloir aller chercher des réponses, donc ne vous laissez pas submerger par les émotions. Dans votre préparation, vous, jusqu'à fin avril, assurez-vous de bien maîtriser les thématiques principales des programmes pour chaque discipline. Ok, ça vous rassurera et ça vous permettra de vous appuyer sur différents documents officiels et surtout sur différentes situations. Allez voir des corrigés. Vraiment, j'insiste à aller voir des corrigés. C'est important. Autre conseil, c'est pas un écrit oralisé, ok? Donc vraiment, il faut créer un dialogue avec le jury, d'accord? Ne lisez pas forcément, ne paraphrasez pas tout.
on est dans un échange avec le jury. Vous serez bientôt leurs collègues finalement. Donc assumez à nouveau cette posture-là. Restez concentrés jusqu'au bout de l'épreuve. Ne vous débarrassez pas des questions, d'accord? Parce que le jury va forcément voir votre attitude un peu fuyante et qui va pouvoir peut-être transposer devant la classe, ce qui est pas forcément bon. Acceptez de regarder le jury et d'assumer vraiment, voilà, de lui parler en face, d'écouter les questions, de se remettre en question. Si vous ne comprenez pas, de le dire, d'accord? Donc tout ça, je vous l'ai déjà dit, mais je vous le répète parce que c'est important. Est-ce que ça va jusque-là? Vous suivez? Ça vous semble faisable pour l'instant? Néo qui nous dit cette partie entretien est très intéressante. On a l'impression qu'elle est un peu plus dangereuse que la leçon maths français avec des choses plus rédhibitoires, sécurité, sport. Tout à fait, tout à fait. Elle est cruciale. La partie entretien est cruciale parce qu'on rentre vraiment, comme je vous l'ai dit, dans votre métier. Là, vous ne pouvez pas faire croire, en fait. Ça ne peut pas passer, il ne suffit pas d'apprendre par cœur. Là, il faut vraiment, ça fait appel au bon sens et vous allez devoir aller chercher des connaissances un peu à droite à gauche pour tout mettre en lien. Donc vraiment, mais ça se fait à partir du moment où vous avez travaillé pour, ça se fait. Donc ne vous inquiétez pas, mais en effet, le jury, là, il va vraiment aller voir votre attitude d'enseignant et vos connaissances. Encore une fois, vous n'êtes pas un enseignant encore aguerri, vous allez rentrer en formation en septembre. Donc c'est normal qu'il y ait des choses que vous ne sachiez pas encore. Le principal, c'est que le programme des épreuves, vous le connaissiez. Okay, et surtout qu'il voit que vous soyez motivé à faire ce métier. On va attaquer à l'EPS. Comme ça, on va pouvoir clôturer et je pourrai après rentrer un peu plus en détail sur certains points. L'épreuve d'EPS ne repose pas que sur l'acquisition de connaissances, comme je vous l'ai dit, mais elle va nécessiter de faire preuve de bon sens. Vous ne pouvez pas apprendre toutes les réponses par cœur. Par contre, il va vraiment falloir comprendre les enjeux de l'enseignement de l'EPS pour analyser et répondre aux questions. Il faut, pour diminuer le stress et pouvoir bien être explicite dans vos réponses, il faut vraiment préparer son plan, une intro. Pourquoi pas apprendre les 2 premières phrases de l'intro, le corps de votre présentation et la conclusion. Il faut que vous sachiez où vous vouliez aller malgré les questions que le jury va vous poser. Okay, pour diminuer le stress, poser sa professionnalité d'emblée. Comme je l'ai dit, vous pouvez apprendre vos 2 premières phrases. Ce qui peut vous vous enclencher plus facilement. Pensez à illustrer les situations avec du vocabulaire de didactique. Donc ça s'apprend, donc toute la partie apprentissage. À chaque fois que c'est possible, glissez une réponse avec une référence institutionnelle en lien avec la réponse. Donc les programmes, la circulaire de rentrée, les dispositifs, voilà, des choses que vous allez voir jusqu'à la fin du mois de mars au moins. Ou peut-être que vous savez déjà. Il faut quand même que vous connaissiez les 4 objectifs spécifiques de l'EPS pour la maternelle, par exemple, et les 4 champs d'apprentissage des cycles 2 à 3. Il faut connaître les attendus de fin de cycle aussi, pour pouvoir faire du lien entre tout. Pensez pour les APSA à les caractériser, en tout cas pour celles retenues pour le sujet. On donne la carte d'identité, l'ADN de l'APSA, que le jury soit sûr que vous comprenez bien. Ne pas hésiter à développer les situations d'apprentissage afin de faire vivre vraiment au jury votre séance. Ce que je vous disais tout à l'heure, hein, là, si on se dit qu'on part sur une séance de natation, bah voilà, il faut vraiment que le jury comprenne ce que vous allez faire à vos élèves et où est-ce que vous voulez aller. Avec l'enjeu sécurité évidemment. Connaître les programmes, les textes concernant la natation et les sorties scolaires, hein, ça fait partie un peu des choses à connaître, comme Néo vous le disiez, des choses vraiment que vous devez connaître pour cette partie EPS, ça en fait partie. Il va falloir s'entraîner en cherchant des exemples concrets de situations d'apprentissage. Ça, c'est ce que je vous disais. Lors de la partie entraînement, vous allez faire appel à ce que vous avez appris avant dans la partie apprentissage. Qu'est-ce que je proposerai, par exemple, à des élèves de CP en course de vitesse, en jeu collectif, pour une classe de CM2 en natation, l'épreuve et surtout la partie échange avec le jury repose beaucoup sur cette inventivité-là et ce bon sens-là. Pour ça, il faut s'entraîner. Il faut avoir dans l'esprit, voilà, pour chaque cycle, j'ai quelques exemples. L'enjeu, c'est pas de proposer une situation à laquelle personne n'aurait pensé, encore une fois, mais plutôt de proposer une situation adaptée à un problème posé. Par exemple, les élèves ne savent pas mettre la tête sous l'eau, ils ne savent pas faire une passe, qu'est-ce que je fais? Ok? Est-ce que ça va? C'est clair? Ça vous parle pour l'instant ou c'est encore très flou? De toute façon, tout ce que je vous dis là, ça va prendre sens quand vous allez commencer à mettre le nez dans vos révisions. Pensez
pensez bien à la continuité d'apprentissage entre les différents cycles, du cycle 1 au cycle 3, parce qu'on peut venir vous poser des questions aussi là-dessus. Je vais continuer, mais vous poser une question sur Facebook. Où est-ce qu'on peut trouver les sujets, les corrigés? Est-ce qu'il s'agit d'annales accessibles librement en ligne ou ça du scroll? Alors nous, on a proposé des corrigés sur ForProf. Sur les sites ForProf, sur EduSchool, vous allez avoir matière à réviser. Vous allez avoir également des rapports de jury. Ouais, sur EduSchool, vous allez trouver beaucoup de choses, exactement. Sur ForProf aussi. Et par contre, vraiment, si vous voulez en effet un entretien avec un corrigé personnalisé sur votre prestation à vous, ça, on peut vous le proposer aussi. Ne pas penser qu'apprendre, ça c'est un conseil aussi qu'un professeur nous a livré, ne pas penser qu'apprendre c'est magique. Pour qu'un élève apprenne, il faut du temps, des répétitions. Il ne faut pas oublier qu'en face de vous, vous avez un enfant qui peut avoir de 3 à 10 ans, 11 ans, 12 ans selon son parcours. C'est pas un adulte en face, d'accord? Donc on n'a pas la même, selon l'âge, on n'a pas la même capacité de compréhension, d'apprentissage. Donc ça, il faut savoir. C'est pour ça que ça se travaille aussi à l'avance, notamment la psychologie de l'enfant. Il faut du temps, il faut la répétition, souvent plusieurs situations qui travaillent le même problème. Et ça, c'est un écueil qui revient souvent, qu'on nous a signalé. Trop de candidats donnent le sentiment que la situation proposée va forcément permettre à tous les élèves de réussir en quelques minutes et qu'ensuite on peut travailler quelque chose. On peut travailler autre chose. Alors que non, certains élèves ont besoin de plus de temps que d'autres. Ça, c'est vraiment une des capacités, une des qualités du professeur d'école, c'est vraiment adapter sa pédagogie à son élève, à chaque élève. Okay, donc ça s'apprend aussi. C'est vraiment la personnalisation de sa séance. Et c'est pour ça que je vous disais en début de live, vous avez préparé une séance, vous pensez qu'elle est super, elle est ultra carrée, vous vous rendez compte qu'en fait, une partie de vos élèves n'accrochent pas ou ne suivent pas. Donc ça, forcément, il faut l'avoir en tête quand vous allez présenter votre séance, votre séquence. Bien penser qu'enseigner le PS dans le premier degré, c'est le faire dans le cadre le plus large qu'une semaine de cours seulement. Et surtout, il faut créer du lien entre ce qu'on fait en EPS, ce qu'on fait en mathématiques, ce qu'on fait en français. Il faut bien comprendre que tout ça fait partie d'un programme global et vraiment l'adapter à son cycle. Concernant les situations, toujours répondre en 3 temps. Qu'est-ce que c'est que le problème posé? Quel aspect réglementaire rentre en jeu? Et donner 2 illustrations d'actions concrètes. Ne perdez pas de vue la problématique tout au long de l'exposé, sinon vous allez être hors sujet, c'est ce que je vous disais, mais c'est bon de le rappeler. Et bien faire attention au temps dans votre présentation. Il faut que les situations pratiques soient énoncées au maximum à 7 minutes. Ok? Et gardez en tête que ce n'est pas la partie théorique qui ramène le plus de points. Donc ça, c'est vraiment pour la partie méthodologie et approche de l'épreuve. Je vous ai dit le principal pour l'EPS, je vais enchaîner sur la CSE. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. L'attendu général en CSE, donc connaissance du système éducatif, c'est vraiment de faire valoir son aptitude à se projeter dans le métier de professeur des écoles. C'est pour ça qu'on disait tout à l'heure, c'est plus compliqué forcément que juste ressortir des notions. Là, c'est vraiment vous, en tant que candidat, comment est-ce que je me transforme en tant que futur enseignant. Alors, évidemment, il faut bien gérer son temps, il faut soigner sa posture. C'est pour ça que je parlais tout à l'heure du coaching oral que nous propose aussi, parce que la posture, ça se travaille. La précision lexicale et syntaxique, on choisit bien ses mots, structurer son discours, organiser ses propos de manière dynamique, annoncer son plan, capter l'attention rapidement du jury et adopter une gestuelle appropriée. Il faut, à nouveau, il faut que le jury puisse transposer votre attitude devant une classe d'élèves. Sachant que vous savez, dans le premier degré, on a des élèves d'âge différents, ce qui fait aussi la complexité de votre futur métier. Mais toute sa richesse aussi. Vous devez être polyvalent. Vous devez montrer une connaissance aiguisée du système éducatif en général et du fonctionnement du premier degré en particulier. D'où l'intérêt, c'est pour ça que nous, on fait appel uniquement à des professeurs experts de la pédagogie du premier degré qui est tellement différente de celle du second degré et du supérieur. C'est vraiment très très important. On est vraiment sur de la psychologie de l'enfant qui évolue beaucoup. Donc c'est pour ça que ça se travaille aussi. Donc vraiment concentrez-vous sur le premier degré. Le point de vigilance à adopter sur la partie CSE, c'est les problématiques des valeurs et de la laïcité qui vont être votre fil rouge à ne pas lâcher tout le long de la présentation et de la préparation de l'épreuve de CSE. Évidemment, il y a une dimension réglementaire mais aussi pédagogique.
Vous devez garder à l'esprit que vous devez montrer au jury que vous connaissez le système éducatif et que quand vous allez être plongé à la rentrée dans votre nouvel univers, vous savez à quoi vous attendre. Okay, vous savez ce que c'est les droits et les obligations du professeur des écoles, vous savez ce que c'est que être fonctionnaire, vous savez quel est votre rôle aussi, vous allez participer à l'éducation des futurs citoyens, enfin, c'est quand même un enjeu de taille. Le jury doit vérifier que vous êtes à la hauteur de cet enjeu. Ce qui est ultra valorisant et grisant pour vous, mais voilà, il ne faut pas oublier que c'est ça quand même qu'on vient chercher. Il faut que vous ayez la capacité à montrer que la résolution d'un problème à l'école se fait aussi avec l'aide et le soutien du directeur ou de la directrice de l'école et de l'équipe pédagogique, qui sont des atouts. Vous n'êtes pas seul, d'accord. Vous, en tant que professeur des écoles, vous n'êtes pas seul à devoir gérer des conflits. Et ça, il faut que vous le sachiez et que vous sachiez en rendre compte face au jury. Il faut évidemment connaître les dates clés de la construction de l'école républicaine et pas que les lois de Jules Ferry. Ne pas confondre valeurs, principes, lois, compétences, obligations. Ça fait partie de toute la partie apprentissage sur laquelle vous allez vous concentrer dès maintenant. Il faut articuler les enjeux de la maîtrise des principes régaliens, républicains. Ça vous parle peut-être pas trop, mais quand vous allez mettre le nez dans vos révisions, ça va faire sens. Écoutez précisément les questions du jury pour pas donner de réponses génériques et stéréotypées. Il faut que ce soit toujours très bien ciblé, votre réponse. Bien analyser chaque élément de la situation professionnelle qu'on va vous présenter avant de faire des propositions et ne pas traiter la situation de vie scolaire comme une situation d'enseignement. Okay, donc là, on est vraiment dans la spécificité de la discipline, mais que vous maîtriserez une fois que vous aurez fini votre partie apprentissage et que vous serez mis en situation. Il faut que vous traitiez la mise en situation professionnelle autour de 2 questions principales. Idem pour la conclusion. Quelles valeurs et principes de la République sont en jeu? Et le cas échéant, quel principe juridique est mobilisé? Quelle analyse vous faites et vers quelle piste et quelle solution vous allez? Ça va, je ne vous ai pas trop perdu pour la CSE qui est vraiment un gros point des épreuves orales. Dites-moi comment vous sentez, est-ce que vous avez hâte de vous lancer? Est-ce que si vous avez déjà commencé vos révisions, ça fait sens? Est-ce que vous vous sentez un petit peu perdu? Vous vous sentez prêt à vous attaquer à tout ça? Dites-moi un petit peu comment ça se passe. Si vous êtes candidat au CRPE 2025, ça vous donne aussi un petit peu une idée de ce qu'on attend de vous. Donc vous voyez à quel point les euros sont importants. Je vais faire un petit zoom sur la partie motivation parce que c'est important aussi de savoir comment la préparer parce que tous les points tout point est bon à prendre aux épreuves orales. Et comme je vous l'ai dit, je ne m'attarderai pas sur l'épreuve facultative qui vous permettra d'aller gagner des points supplémentaires mais qu'on abordera lors d'un prochain live. Donc pour la partie entretien de motivation, là je vais m'adresser principalement aux personnes en reconversion professionnelle qui sont la majorité des personnes à qui on s'adresse et qui constituent la prépa. Donc de la prépa fort prof. Si vous n'êtes pas en reconversion professionnelle, vous êtes issu d'un master, vous êtes étudiant encore, vous pourrez aborder cette partie motivation de manière un peu différente, mais comme je sais que la plupart d'entre vous est en reconversion pro, je me permets de faire un focus là-dessus. Il faut vraiment, comme je vous l'ai dit, pardon, je lisais les questions en même temps, mettre en avant votre expérience professionnelle et ce que vous avez fait avant, tout en restant authentique. On va pas venir inventer un parcours. Non, il faut capitaliser sur ce que vous savez faire. Vous avez des compétences, il faut savoir les mettre en avant. Ça, c'est pas facile, d'être lucide sur soi-même et ensuite avoir la capacité à les mettre en avant. Il faut du coup mettre en lien ce que vous avez fait avec les référentiels de compétences du professeur des écoles que vous pourrez découvrir dans les écoles si c'est pas clair pour vous. Il faut que vous donniez l'impression, en tout cas le sentiment que toutes les compétences du professeur des écoles sont maîtrisées. Okay, donc je ne vais pas revenir sur ce qu'on attend exactement de professeurs des écoles parce que ça serait un live à part en entier. Vous pouvez avoir des pistes sur EduSchool, en tout cas j'en ai un peu parlé à travers ce live déjà. Illustrez vos propos par vos expériences et faites du lien avec des compétences communes à tous les enseignants. Faites ressortir votre attitude responsable, porteuse des valeurs républicaines, ça c'est super important pour le jury. Donnez l'envie au jury de se dire on aimerait beaucoup travailler avec cette personne. Ça renvoie aux questions que je vous ai posées au début de ce live. Quelles sont les questions principales que le jury va se poser?
Souriez autant que possible, c'est-à-dire qu'au moins ayez une attitude ouverte, hein, soyez pas tout à fait replié sur vous-même et fermé. On a plutôt envie d'un candidat qui soit ouvert et plutôt accueillant que refermé et pas très ouvert au dialogue. Surtout, une erreur qui revient très souvent, ne vous appuyez pas sur votre expérience de parent. La plupart d'entre vous en reconversion professionnelle, vous êtes déjà parents. Pour beaucoup, vous passez le concours parce que vous êtes parent de 3 enfants. Donc là, vous êtes tout à fait légitime, ça, il n'y a aucun problème là-dessus. Par contre, être parent, c'est différent qu'être enseignant, d'accord? On n'a pas besoin d'être parent pour être un bon enseignant. Donc, ok, avoir des enfants, évidemment que ça nous enseigne beaucoup sur la psychologie de l'enfant, sur la gestion des conflits, de beaucoup de choses. Selon l'âge de vos enfants, vous avez un peu vécu les différentes étapes cruciales dans l'évolution de l'enfant. Pour autant, ça suffira pas pour être un bon enseignant. Donc le jury aime pas trop quand on capitalise sur son expérience de parent. En tout cas, ça ne suffit pas. Donc ne vous raccrochez pas à ça. En tout cas, pas seulement à ça. C'est peut-être d'être parent qui vous a donné envie d'être enseignant. Hein, ça, c'est tout à fait légitime. Par contre, ça va pas suffire pour être un bon enseignant. Et enfin, mettez en avant votre capacité à vous former à la base à un nouveau métier, peu importe votre parcours professionnel. D'accord? Donc, que vous soyez issu du milieu de la comptabilité, du médical, du commerce, ça, c'est pas grave. À partir du moment où vous avez les critères pour passer le CRPE, c'est que vous êtes légitime d'être enseignant, c'est on peut repartir de zéro, entre guillemets, et se former à un nouveau métier, et vous allez forcément aller piocher dans ce que vous avez fait dans votre parcours de vie, dans votre parcours professionnel pour venir nourrir aujourd'hui votre nouveau métier d'enseignant. Et surtout en reconversion professionnelle, vous avez souvent plus de maturité que des candidats qui sont issus d'un parcours classique et qui sont beaucoup plus jeunes. Donc vraiment, je reviens pas là-dessus parce qu'on fait souvent des lives là-dessus. Pourquoi est-ce que vous êtes légitime en reconversion pro de devenir enseignant? Soyez-en sûrs. Nous on le répète suffisamment toute l'année auprès de nos stagiaires. Soyez sûrs que si vous êtes là, c'est que vous êtes à votre place, ok? Si vous êtes aux euros, c'est que vous avez réussi les écrits, donc c'est qu'apparemment, vous maîtrisez suffisamment le notionnel pour pouvoir aller montrer maintenant que vous êtes capable d'avoir la bonne posture de l'enseignant. D'accord? Donc, croyez en vous. Est-ce que l'humour passe auprès du jury? J'ai envie de vous dire que ça dépend un peu du feeling que vous avez avec votre jury. Certains vont vous amener sur cet angle-là. Si vous voyez que c'est un peu le mood proposé par le jury, évidemment que si vous êtes à l'aise avec, vous pouvez aller là-dessus. Si vous avez un jury plutôt fermé, plutôt neutre, c'est pas forcément l'humour qui va les décoincer, hein, ils vont plutôt, je pense, prendre confiance, surtout grâce à vos connaissances et à votre présentation de qualité. Ok, donc voilà ce que je voulais vous dire. C'était un petit peu plus long que ce que j'avais prévu, mais il y avait beaucoup de choses à dire. Si vous avez encore des questions, n'hésitez pas. Je vois qu'il y a pas mal de questions qui tombent sur le chat, donc je vais prendre le temps d'y répondre en commentaire directement. Comme ça, je vous retiens pas plus longtemps. Ce qu'il faut que vous reteniez, c'est que vous avez encore le temps pour vous mettre dans la préparation des euros. C'est short. Vous serez moins confort que si vous avez préparé depuis le début de l'année, mais vous pouvez encore mettre toutes les chances de votre côté et vous donner les moyens, en tout cas, d'y aller en étant un minimum préparé, en tout cas en sachant à quoi vous attendre. Donc c'est ce que je vous disais, vraiment mettez à plat votre calendrier de travail, de révision. Soyez lucide sur ce que vous pouvez faire, ne pas faire. Ne chargez pas trop votre calendrier, votre planning. Soyez conscient de ce que vous devez travailler, pas travailler. Et après, priorisez par rapport à vos écrits aussi, que vous ne devez pas oublier, évidemment. Et surtout, prenez le temps de vous mettre en situation. J'insiste, mettez-vous en situation le plus tôt possible. Dès que vous êtes assez à l'aise avec la partie apprentissage, mettez-vous en situation. Et si début avril, vous arrivez et que vous vous rendez compte que vous n'avez pas fini d'aborder tout l'ensemble du programme des disciplines orales, c'est pas grave, attaquez les entraînements quand même. Et vous continuez à préparer la partie apprentissage dans un second temps parallèle, parce que de toute façon, vous serez libéré des écrits. Ok? Donc vraiment là-dessus, c'est à vous aussi d'être
de le faire en pleine conscience et surtout de vous gérer, de ne pas vous laisser envahir par le stress. Mon Dieu, il me reste 3 semaines, 2 semaines, une semaine, je ne sais plus par quoi commencer. Non, vous savez qu'il ne faut pas lâcher. Même si il y a des jours où c'est un peu plus dur, que vous travaillez un petit peu moins, c'est pas grave. Même si vous travaillez qu'un quart d'heure, ça sera toujours un quart d'heure que vous aurez fait et ça vous permet de ne pas lâcher. Oui, comme vous dites, c'est une période fatigante, il faut tout gérer en même temps, c'est pas facile. On arrive en fin de préparation du concours, on est à la fin du marathon, on a aussi sa vie perso à gérer, ses enfants, sa vie, son travail, sa fatigue. Mais vous verrez qu'en septembre, quand vous serez dans votre classe, vous oublierez tout ça et vous direz, punaise, ça valait le coup. Et vous aurez oublié tout ça. Donc vraiment, allez-y, en confiance. En tout cas, donnez-vous tous les moyens pour réussir. Croyez en vous jusqu'au bout. Si vous êtes éligible au concours, c'est que vous avez toutes les capacités à être un bon enseignant. Après, ça ne tient qu'à vous de vous donner les moyens de réussir. Donc, rigueur et organisation jusqu'aux épreuves, pour moi, seront la clé de votre réussite. Et surtout, ayez confiance en vous. Moi, je vous retrouve bientôt, moi ou un autre collègue, un autre membre de l'équipe, mais ça sera peut-être moi, sur la gestion du stress. Donc, on vous donnera des conseils un peu plus précis en se rapprochant des épreuves, sur des outils et des petites clés à adopter le jour J pour arriver à se recentrer sur soi-même et pas se faire totalement accaparer par le stress. Merci beaucoup pour votre attention. Je vous souhaite bon courage pour cette partie intense qui vous attend là, cette dernière ligne droite, mais ça va le faire. Finalement, 2 mois dans votre vie, c'est pas grand-chose, d'accord, quand on prend un peu de recul. Là, vous êtes dans le dur, c'est pas facile, je le sais. Mais quand vous arriverez à la fin de l'été, vous serez très très fiers de vous. Donc, je crois en vous, on croit tous en vous. Courage, je vais vous mettre les liens si vous avez besoin de nous pour préparer les oraux avec les entraînements et tout ce qui est et toute la partie apprentissage. Je vous mets les liens. Et n'hésitez pas à nous appeler si vous voulez plus de détails. Et moi, je vais revenir un peu sur toutes vos questions. Merci beaucoup à vous et croyez en vous jusqu'au bout. Merci, bon courage.